Donc là, c'est parti, je pense, hein. Donc, je vais commencer. Donc, je me présente, je suis Hervé Lemaître. Je vais tenter de vous présenter un peu le paysage sur méditation et neurosciences. Donc, moi, je suis ingénieur de recherche au CNRS et je travaille surtout en neuroimagerie, donc qui est un domaine de recherche qui essaye d'imager le cerveau. Et donc, je vais essayer de vous présenter un petit peu ce qui se fait sur les travaux scientifiques sur la méditation. Donc, je ne travaille pas directement sur la méditation, mais en fait, c'est un monde assez petit et donc voilà, j'ai plusieurs de mes collègues qui s'y intéressent. Donc, cette présentation va permettre un peu de vous montrer, de faire une petite revue de ce qu'il y a actuellement, alors, du passé et plus présent et au présent, puisque j'ai essayé d'aller chercher des études qui étaient récentes. Et donc, avec un prisme qui sera plutôt porté sur la neuroimagerie, et qui est un sous-domaine des neurosciences. Et juste pour commencer, donc en étant scientifique et neuroscientifique, il y a toujours un intérêt, il y a eu toujours un intérêt à étudier la méditation, et je pense que ça, c'est dû au fait que un des termes qui sont liés à la méditation, c'est observer. Et être chercheur, c'est également observer des phénomènes et les étudier. Donc déjà un parallèle qui fait que méditation et science font bonne affaire. Et la deuxième chose, c'est aussi dans l'étude du cerveau, ce qui est intéressant, c'est donc méditer, c'est observer, et le cerveau est le seul organe qui peut s'observer ou s'étudier lui-même, et c'est ce qu'on fait en neurosciences, c'est donc utiliser son cerveau pour étudier le cerveau. Donc ma présentation, j'ai essayé de la découper en plusieurs parties. Donc je vais d'abord aborder la méditation, ses définitions. Je vais également vous parler de différentes notions en neurosciences qui sont importantes et qui vont nous permettre de bien voir comment les neurosciences peuvent analyser, étudier la méditation. Et je finirai donc sur ces études qui cherchent un peu à comprendre comment la méditation marche en termes cérébraux. Donc voilà un petit peu l'introduction. Donc on peut commencer déjà par la méditation. Donc c'est des diapos que j'ai un peu repris de la présentation que j'avais faite l'année dernière. Donc la méditation, alors j'imagine que ça a déjà été abordé. C'est une pratique très ancienne. Alors ici, vous avez une gravure du sceau de Pashupati qui représente quelqu'un assis avec la position du lotus qui semblerait faire de la méditation. Et donc, gravure qui date d'à peu près 2350 à 2000 années avant Jésus-Christ. Quelque chose d'assez vieux. Donc même peut-être qui a existé avant le bouddhisme en général, mais par contre, qui a été largement codifié par le bouddhisme. Et ça, on peut le retrouver bien expliqué dans plusieurs sutras, dans le canon Pali. D'une part, dans le sutra Satipatthana, donc sur l'établissement de l'attention. Donc, on voit un terme ici important sur l'attention, on y reviendra plus tard. Et le sutra Anapanasati sur l'attention au souffle, donc à l'inspiration et à l'expiration. Donc là, on voit déjà deux sutras qui sont vraiment sur le thème de la méditation. Et ensuite, la méditation, et en tout cas la méditation de pleine conscience, elle correspond bien à l'application d'un des chemins des chemins du noble chemin du milieu, le chemin octuple, et c'est le chemin de l'attention juste. Donc voilà, on retrouve donc le samasati, on retrouve encore une fois ce terme attention qui correspondrait bien à la méditation. Tac. Alors, qu'est-ce que la méditation? On pourrait se poser la question. Donc, si on reprend différents termes qui existent pour décrire la méditation dans les langues classiques du bouddhisme, il y a le mot sanskrit bhavana qui signifie cultiver, développer, et également le mot tibétain gom qui veut dire se familiariser, et plus particulièrement se familiariser avec soi ou avec des qualités. Donc, on voit des termes, voilà, cultiver, développer, se familiariser, qui nous permettent de diriger un peu le, le- le- sur la définition de la méditation. Et donc,
il faut aussi dire qu'il y a différents types de méditation. On va en voir quelques-unes. Et on pourrait faire, par exemple, déjà la distinction entre méditation concentrée ou concentrative, qui ont donc un focus spécifique. Par exemple, la méditation transcendantale, qui est plutôt d'origine, qui vient plutôt du yoga, qui a été introduite comme une technique de relaxation avec l'utilisation de mantras et qui revêt aussi un caractère un peu mystique. Et on a également la méditation de pleine conscience qui, elle, a une origine du bouddhisme, du Theravada, du petit véhicule, et qui vise à atteindre différents états mentaux, on va dire. D'une part, le samatha, la pacification mentale, qui est donc l'apaisement du mental, si on veut essayer de le résumer. Et le vipassana, vue profonde ou vision pénétrante, qui vise à voir les choses telles qu'elles sont, nues, sans habillage émotionnel ou interprétation par rapport à ce qu'on a vécu. Et au sein de la méditation de pleine conscience, si on descend un peu, il existe une variété de pratiques. Alors, on ne va pas les voir, c'est pas le but de cette conférence. Donc, mais juste pour vous dire, donc il y a de la pratique avec une méditation sur objet, sans objet, non guidée, guidée. La méditation peut être aussi une intervention. On va le voir avec différentes à visée thérapeutique. Donc voilà, donc il y a une diversité qui existe dans la méditation de pleine conscience. Alors, elle a gagné la méditation de pleine conscience en popularité depuis plusieurs années. Donc là, on voit un graphique avec ici en bas, je vais mettre mon stylet, pointeur laser. Donc on voit ici l'axe les années. Et d'une part, on peut commencer donc avec la popularité dans les médias, donc avec la ligne en pointillé, avec une augmentation comme ça dans les années 90 de l'intérêt qu'ont porté les médias à la méditation. Et également, donc l'effet s'est porté sur la recherche. La recherche a voulu comprendre de ce fait pourquoi la méditation avait un effet et pourquoi elle avait aussi cette popularité. Donc on voit ici la ligne en noir, donc ce nombre d'articles qui est monté depuis plusieurs années, voilà, qui montre l'intérêt du domaine scientifique pour la méditation. Donc ce gain en popularité, c'est bien. Et là, je vous ai tiré juste une chose que j'ai vu passer sur les réseaux, les réseaux, oui, les social media, je ne sais même plus comment on dit en français. Réseaux Les sociaux. réseaux sociaux, voilà, merci. Le saviez-vous? Donc, l'attention portée aux sensations de la respiration modifie la structure du cerveau. Alors, sur cette phrase-là, ce qui est compliqué, c'est les médias, ils ont tendance à peut-être faire des raccourcis et que je vais vous montrer qu'il y a peut-être aussi à mettre des points, des guillemets et donc de raison garder sur ce que peut faire la méditation et ce que ne peut pas faire la méditation. C'est pas aussi simple qu'on voudrait le présenter. Je reviendrai sur l'étude qui est citée ici dans ma présentation. Alors, la méditation, elle a permis l'ouverture d'un pan de recherche qui s'appelle les neurosciences contemplatives et qui est d'un domaine multidisciplinaire qui a pour but l'étude des mécanismes neuronaux de la méditation de pleine conscience. Et donc, ce pan de recherche, il s'est un peu créé avec la rencontre entre deux personnes qui sont John Kabat-Zinn, un chercheur en biologie moléculaire, et on reviendra, on reviendra pas dessus, mais j'ai une diapo juste après qui présente un peu la clinique de réduction du stress. Donc, en fait, cette personne-là a créé cette thérapie ou cette intervention qui s'appelle en anglais Mindfulness Based Stress Reduction, MBSR, et qui a rencontré un moine bouddhiste du Mahayana, le grand véhicule, donc Thich Nhat Hanh. Et donc, ces deux personnes ont conversé et ont permis la naissance donc, des neurosciences contemplatives et surtout une première ébauche d'une définition qui pourrait aider les neuroscientifiques à étudier la méditation. Et donc, on pourrait définir la pleine conscience comme un état de conscience qui résulte du fait de porter son attention intentionnellement au moment présent sans juger sur l'expérience qui se déroule instant par instant. Donc ça, en fait, j'ai pris ça dans les différents articles scientifiques qui traitent de la méditation. C'est souvent la définition qui revient.
Alors, on voit qu'il y a plusieurs termes qui sont mis en exergue dans cette définition. Il y a porter son attention. Donc là, comme je vous l'ai dit au départ de ma présentation, donc le terme attention est vraiment important. Consciemment, donc avec ce concept de conscience, au moment présent, donc on voit bien que on porte notre attention pas dans le passé, pas dans le futur, au moment présent, et sans jugement. Et on voit que ces termes, ils auront un impact sur la recherche que je vais vous présenter plus tard, mais il faut retenir, voilà, il y a ces différents termes. Et en fait, on peut revenir à une définition qui est un peu, où on peut faire un parallèle avec une autre chose qui est aussi multifacette, qui est un peu l'intelligence. En fait, c'est une construction complexe, la méditation, et c'est pas, voilà, dans cette définition, elle essaye d'un peu de dessiner les contours, mais on voit que c'est pas unique. Donc, un peu comme l'intelligence, on voit que c'est pas quelque chose où il n'y a qu'une seule intelligence. Voilà, voilà, c'est multifacette. Donc voilà, je voudrais bien porter ça parce qu'en fait, on va voir que ça va avoir un intérêt dans les recherches qui vont être portées, parce que chaque morceau va être un peu disséqué. Alors, c'est ce pan de recherche où John Kabat-Zinn, en tous les cas, lui, avait un intérêt qui était d'aboutir à des programmes thérapeutiques. Et donc, le Mindfulness-Based Stress Reduction, qui avait pour but de réduire le stress. Et il y a d'autres thérapies qui sont nées aussi de l'incorporation de la méditation de pleine conscience. Donc, pour les citer, il y a Mindfulness-Based Cognitive Therapy. Donc, c'est une thérapie cognitive qui utilise la méditation dans cette thérapie. Mindfulness Self-Compassion Programme, Compassion Focus Therapy et Compassion Cultivation Training. Alors, on voit un autre terme qui n'est pas forcément dans la définition de la méditation, pleine conscience, c'est la compassion. Et on y reviendra parce que c'est aussi une chose importante. Alors, même, on pourrait faire la différence entre méditation sur la compassion et méditation de pleine conscience. Est-ce que c'est deux choses différentes ou pas? À voir. Et donc, ces thérapies, voilà, elles ont essayé de s'attaquer à la dépression, les états anxieux, la réponse immunitaire, la gestion de la douleur, le sevrage, le sommeil et l'hypertension artérielle, avec des résultats qui sont plus que concluants, puisqu'on il y a vraiment, ça je voudrais vraiment marquer le coup, c'est que les résultats sur ces choses-là sont vraiment concluants. Donc voilà, on voit donc que la méditation de pleine conscience a un impact donc sur la santé mentale, santé physique et même sur nos capacités cognitives. Et ça, par le biais, bien sûr, de notre cerveau qui est au milieu, qui gère, donc c'est la méditation, elle est faite par notre cerveau, et donc qui va aboutir donc à cette amélioration de la santé mentale, santé physique et capacité cognitive. Et donc là, je vais maintenant aborder un peu la deuxième partie qui est sur les neurosciences. Et pour ça, je vais donc décrire différentes notions, différents principes en neurosciences et en neuroimagerie, vous verrez, voilà, qui sont importants pour comprendre la suite. Donc le cerveau, puisque c'est l'intérêt des neurosciences, c'est d'étudier le cerveau, il ne représente que 2% de la masse du corps, mais consomme 20% de l'apport total en énergie. Donc, vous pouvez voir que c'est un organe qui demande beaucoup d'énergie pour sa taille, et l'énergie, on la mesure grâce au glucose, au sucre. C'est l'apport qu'on peut donner par rapport c'est la mesure qu'on peut utiliser pour mesurer l'apport en énergie. Et ça, cette énergie-là dont il a besoin, il en a besoin tout le temps, qu'on soit éveillé ou endormi. On pourrait penser comme un autre organe ou un muscle, que quand on le laisse au repos, il ne se passe rien. Non, le cerveau, lui, est tout le temps actif. Et même quand il est actif, quand on ne fait rien, éveillé, le cerveau, il ne fait pas rien. Donc voilà, il faut vraiment avoir cette notion-là en tête. Et le cerveau, même éveillé, est un organe qui produit de la fiction. Donc c'est un organe qui adore créer des choses qui n'existent pas. Et donc pour ça, il va puiser sur les souvenirs, le passé. Ça, c'est une première chose. Donc il va utiliser notre mémoire pour se souvenir de choses. Voilà, quand on se souvient de quelque chose, c'est pas dans le présent, on va le chercher dans le passé. Et on va également créer de la fiction avec l'anticipation, la planification dans le futur. C'est-à-dire qu'on va planifier, par exemple, demain, je vais faire ça,
ou dans l'heure qui vient, voilà, j'ai des choses à faire, il va falloir que je fasse ça comme ça. Donc, ça, c'est important. Alors, il ne faut pas dire, et ça, je reviendrai aussi dessus, c'est-à-dire le souvenir, l'anticipation, la planification, il ne faut pas le voir comme des choses qui sont néfastes. On en a besoin de se souvenir, d'anticiper, c'est des choses qui sont importantes. Par contre, ils ont quand même un versant symptomatique ou pathologique, c'est-à-dire que quand il y a des événements du passé qui viennent tout le temps nous embêter dans le présent, ce qu'on pourrait appeler des ruminations, et ben, ça peut être une gêne et ça peut être également embêtant puisqu'on va ne penser qu'à ça et pas à autre chose. Et également l'anticipation, la planification, c'est bien, sauf que c'est le futur, on ne sait pas de quoi il est fait, et ça peut être aussi une source d'anxiété. Et donc, ça, on peut tout le temps être dans le futur en disant « Oh là là, qu'est-ce qui va se passer ?» Et ça peut être pour le cerveau, pour la personne, une gêne. Et un peu toute cette fiction, eh ben, on l'appelle un peu le vagabondage mental. C'est des choses qu'on ne maîtrise pas forcément. C'est-à-dire que notre cerveau, il va générer cette fiction. Alors, quand on le fait de façon consciente, il n'y a pas de souci, mais même si on ne veut pas le faire de façon consciente, il y a des souvenirs qui nous viennent et il y a des choses du futur, voilà, l'anticiper le lendemain. Des fois, on dit « Ah mince, j'ai oublié ça, il faut que je fasse ça au plus vite. » Et c'est des choses qui ne sont pas forcément conscientes et se font de façon automatique. Alors, maintenant, pour étudier le cerveau, je vais vous parler de neuroimagerie. Et donc, la neuroimagerie, en fait, c'est le fait d'imager le cerveau, et souvent le cerveau humain. Et donc, l'outil qui est le plus utilisé, on va dire, différent en imagerie, on peut en neuroimagerie, il y a différents outils qui permettent d'imager, mais celui dont je vais vous parler dans cette présentation, c'est l'imagerie par résonance magnétique. Et je vais vous en parler parce que je le connais bien, puisque c'est l'outil que j'utilise dans mes recherches courantes. Et juste pour vous simplifier un peu la vue de cet appareil, j'imagine que certains d'entre vous ont eu des IRM par le passé, et ben c'est une sorte de gros aimant. Et en fait, ce gros aimant, eh ben, il va nous servir à jouer avec l'aimantation des atomes qui constituent notre corps. Et dans le cadre de l'IRM, c'est surtout les atomes d'hydrogène qui vont nous intéresser. Pourquoi ? Parce que les atomes d'hydrogène, eh ben, ils sont contenus dans l'eau et les graisses et dans beaucoup de tissus. Et donc, grâce à cette aimantation, on va pouvoir, grâce à ce champ magnétique, on va pouvoir aller imager ces atomes d'hydrogène qui sont contenus dans nos tissus. Et ça, de façon non invasive, puisqu'on n'a pas besoin d'ouvrir le crâne du sujet ou de lui injecter des produits. Donc ça, c'est quand même quelque chose de vraiment intéressant. Alors, la première chose qu'on peut faire avec un IRM, c'est des images qu'on appelle structurelles. Donc, c'est des images 3D. Alors, dans le cadre du cerveau, on peut faire une image 3D du cerveau. Et là, comme vous pouvez voir, on voit les différents tissus que constitue le cerveau. Donc, on a ici en gris la matière grise, en blanc la matière blanche et le liquide céphalorochénien dans les ventricules et autour du cerveau. Et donc, ça c'est intéressant puisque, en fait, la substance grise, qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, elle est imagée comme ça parce qu'elle contient donc, des atomes d'hydrogène et surtout, elle contient beaucoup, on peut l'imager, parce qu'elle contient beaucoup de corps cellulaires des neurones. Donc ici, je vous ai représenté un neurone. Donc ici, on a le noyau, le corps cellulaire, des dendrites qui permettent de communiquer avec les neurones adjacents. On a l'axone. Et donc, en fait, dans la matière grise, on a plutôt cette partie-là. Voilà, la partie, le corps cellulaire. On voit les petits, sortes de petites araignées ici, c'est les corps cellulaires, c'est les neurones. Et dans la partie blanche, la substance blanche, on a plutôt les axones, donc plutôt le câblage, les grandes voies de communication qui permettent de communiquer avec les autres parties du cerveau. Alors, vous vous souvenez de cette image, donc l'attention portée aux sensations de la respiration modifie la structure du cerveau. Donc ça, c'est une étude de 2005, Lazare, et donc qui a utilisé l'IRM pour aller étudier la méditation, avec l'IRM structurel. Donc voilà donc dans la partie haute, l'étude de Lazare en 2005. Donc là, encore une fois, vous voyez
donc une image d'IRM avec la partie grise et la partie blanche. Et si on distingue ces deux parties, ce qu'on peut faire, c'est avoir une idée mesurée, l'épaisseur corticale, c'est-à-dire la distance entre la ligne rouge et la ligne jaune. Et donc ça nous permet de voir, d'avoir un état de la substance grise du sujet. Donc, plus la substance grise est importante, il y a cette notion-là, plus mieux c'est, on va dire. Et donc, ce qu'il a fait dans cette étude, Lazare et al., ce qu'ils ont fait, ils ont pris des personnes méditantes et ils ont comparé donc l'épaisseur corticale avec des sujets contrôle. Donc là, on voit qu'ils ont pu mettre en évidence différentes régions cérébrales avec une épaisseur corticale plus importante pour les sujets méditants. Donc ici, on a le cortex auditif, on a l'insula antérieur, quelques régions préfrontales et du moteur aussi. Mais ce qu'ils ont fait en plus, c'est qu'ils ont gardé avec l'âge des sujets ce qui se passait. Et ce que vous pouvez voir, c'est que les sujets méditants, ils auraient tendance à garder leur épaisseur corticale, alors que les sujets contrôle, chose normale aussi, dans le vieillissement, on a sans doute, on n'a pas sans doute, on a une diminution de l'épaisseur corticale, et donc la diminution serait plus importante chez les sujets contrôle. Donc ça, c'était un peu l'étude de 2005. Il y a une autre étude en 2010 qui a fait la même chose, méditant et contrôle. Donc, on voit bien que l'épaisseur corticale, en moyenne, elle est plus importante chez les sujets méditants par rapport au contrôle. Et les régions qui ont été mises en évidence, c'est le cortex singulaire antérieur et aussi une partie de l'insula postérieure cette fois-ci. Donc, voilà. Donc, étude qui montre plutôt un effet en faveur de la méditation. Mais, voilà, je viens sur un mais, en fait, il y a différentes notions que je voudrais aborder ici sur les études scientifiques qui sont importantes à prendre en compte. Et donc, la première chose, c'est la notion d'essai randomisé contrôlé. Alors, on en a beaucoup parlé avec le Covid, justement. Mais ça, c'est un terme important, c'est-à-dire que quand on fait une comparaison comme ça, eh ben, il faut essayer de randomiser au mieux. Et en fait, dans les études précédentes, là, ce que je viens juste de vous présenter, il faut ce qu'ils ont fait, c'est comparer des méditants versus des non-méditants. Mais en fait, ils ont pris des méditants experts versus non-méditants. Et ça pose un problème parce que les sujets qui ont été sélectionnés, c'est des sujets qui ont plus de 10 000 heures de méditation, qui ont fait plus de 6 ans, qui ont une expérience sur la méditation de plus de 6 ans. Et donc, en fait, il y a cette notion que ces sujets-là, ces personnes-là, il y a peut-être d'autres choses qui diffèrent avec les sujets non méditants. Hygiène de vie, l'éducation, la vie en général. Donc, fait qu'il est difficile d'attribuer les différences qu'on a montrées uniquement à la méditation. C'est-à-dire que le style de vie peut aussi avoir eu un impact. C'est-à-dire que c'est des gens qui font peut-être plus attention à leur santé aussi. Et donc, ça, c'est une première chose. Il y a aussi la durée de la méditation dans les études. Voilà, comme je vous disais, là, c'est plus de 10 000 heures de méditation. Est-ce que ça a un impact à 5 000, à 3 000? Voilà, on ne sait pas. Le type de méditation, on en reviendra aussi. Est-ce que toutes les méditations ont le même effet? Est-ce que méditation versus intervention, c'est la même chose? MBSR, voilà. Et il y a une notion très importante qui est le contrôle actif. Ici, les sujets qui ont été pris, on ne leur a pas demandé de faire quelque chose en particulier. C'est-à-dire que, par exemple, si on veut comparer de la méditation, on pourrait comparer avec une tâche qui est plutôt active. Méditer, ce n'est pas rien faire. Ça, on reviendra si on veut là-dessus. Donc, est-ce que ça pourrait être intéressant de comparer vraiment les choses avec des choses comparables? La deuxième chose, c'est qu'en science, en général, les 2 dernières décades, il y a eu ce qu'on appelle la crise de la reproductibilité, qui a eu un impact assez important sur différents domaines, dont la génétique, en neuroimagerie aussi. Et ça, c'est le fait de ne pas pouvoir reproduire un résultat qui a déjà été montré. Et souvent, c'est dû à des tailles d'échantillons qui sont trop petits. En neuroimagerie, par exemple, les premières études, c'était un IRM, c'est pas un outillage qui est facile à obtenir, c'est très cher. Donc, passer des sujets et de nombreux sujets, dans les premières études, c'était un peu compliqué. Par exemple, dans les 2 études de Lazare et Grant, en fait, ils comparent une dizaine de sujets à une dizaine de sujets. Et ça peut poser problème. Pourquoi?
parce qu'en fait, le cerveau d'une personne, elle est de forme générale à peu près la même, mais il y a une variabilité qui existe, c'est-à-dire que deux cerveaux ne sont pas identiques. Et en fait, dans les études, en général, on fait des comparaisons de groupes, c'est-à-dire qu'on prend, dans l'étude de Lazare, il a pris une dizaine de sujets qu'il a comparé à une dizaine d'autres. Sauf que la variabilité sur ces 10 sujets peut faire que si on prend 10 autres sujets, on ne va pas avoir les mêmes différences. Donc ça, c'est deux choses importantes qu'il faut prendre en compte maintenant dans les études de façon générale et sur la méditation précisément. Et ça, je vous présente donc deux études récentes, donc de 2022. Donc une qui a été faite par Richard Davidson, qui est assez connu pour ses travaux sur la méditation. Et une autre étude par Gaël Chetla, qui était venu il y a quelques années à la Pagode et présenter l'étude Silver. Alors, on pourra en parler si vous voulez. C'est une étude qui étudie la méditation chez les sujets âgés. Donc Gaël Chetla, qui est une amie et collègue, et qui vient de sortir donc ce résultat-là. Et dans ces deux études, qui utilisent cette fois-ci des essais randomisés contrôlés, et qui essayent d'avoir un nombre suffisant de sujets, et bien, ce qu'ils ont montré, c'est qu'il n'y avait pas forcément de différence structurelle. Donc là, je parle vraiment sur l'IRM structurel, sur les structures, sur de la méditation quand on effectue ces contrôles-là. Et en même temps, pour revenir là-dessus, c'est peut-être pas quelque chose qui est, comment dire, c'est pas forcément sur la structure qu'on attend des résultats, et ça parce que dans les deux études là qui sont présentées, c'est quand même de la méditation à court terme, contrairement aux études qui étaient présentées avant, qui étaient sur de la méditation à long terme. Alors, donc ça, IRM structurel. Donc, voilà, première chose qu'on peut faire avec l'IRM. La deuxième chose qu'on peut faire avec l'IRM, c'est l'IRM fonctionnel, c'est-à-dire de montrer l'activité du cerveau en temps réel. Et encore une fois, on va servir de l'alimentation. Et donc, le cerveau, lui, quand il fonctionne, donc il consomme du glucose, mais également, il a besoin, un peu comme une chaudière, il a besoin d'oxygène. Et donc, cet oxygène, il est apporté par l'hémoglobine. Donc ici, je vous ai fait une petite représentation d'une hémoglobine. Donc, il transporte ou pas de l'oxygène. Donc ici, avec sa molécule d'oxygène et sans sa molécule d'oxygène. Et ce qui est intéressant, et ce qu'on peut utiliser en IRM, c'est que l'hémoglobine qui porte ou qui ne porte pas l'oxygène, elle n'est pas aimantée de la même façon. Quand elle est oxygénée, elle est diamagnétique, et quand elle n'est pas oxygénée, elle est diamagnétique. Et donc, cette différence fait qu'on va pouvoir étudier le fonctionnement du cerveau. Et comment? On va mettre quelqu'un dans l'IRM, on va lui demander de faire quelque chose. Donc ici, vous voyez un vaisseau avec de l'hémoglobine, et comme on va lui demander de faire fonctionner cette partie du cerveau, l'hémoglobine va se vider de son oxygène. Donc, on va avoir une hémoglobine sans oxygène. Donc ça, c'est pendant la tâche. Et après, on va lui dire de ne rien faire. Et ici, l'oxygène passe, mais comme il n'y a pas d'activité, il n'y a pas consommation d'oxygène, et donc l'hémoglobine reste à l'hémoglobine. L'oxygène reste attaché à l'hémoglobine, et en faisant une image de différence entre cet état et cet état, on peut apercevoir les régions qui s'activent. Ici, exemple, on a demandé à la personne de faire une tâche de finger tapping, c'est-à-dire d'utiliser son doigt et de le déplacer rapidement. On s'aperçoit qu'en faisant cette image de différence entre j'active mon doigt, je ne l'active pas, on met en évidence les régions motrices qui sont nécessaires à la mise en fonctionnement du doigt. Donc, on peut, grâce à cette consommation d'oxygène, avoir une image de l'activité des neurones. Et donc ça, pareil, ça a été une révolution, puisque là, on allait pouvoir commencer à réellement regarder le cerveau en fonctionnement, en temps réel, pendant que la personne faisait quelque chose. Donc, d'essayer d'étudier les différentes régions et leur rôle. Et donc ça a permis d'identifier de nombreuses régions et leurs fonctions. Alors, juste pour faire un parallèle, c'est-à-dire qu'avant qu'on ait l'IRM, il y avait une croyance, puisque ce n'était pas
Au début, on pensait que c'était une science, hein. Mais la phrénologie, c'était, donc c'est cette image-là, c'était le fait d'étudier le crâne de la personne et de pouvoir, en fonction de la forme de son crâne, de pouvoir dériver les fonctions qui étaient les plus, comment dire, pas adaptées, mais les plus travaillées pour certaines personnes. Et donc ça, par exemple, il y a cette expression de la bosse des maths, elle vient de ça, de la phrénologie. Alors là, avec l'IRMF, on ne fait plus de phrénologie, mais par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une tendance à mettre une étiquette sur les différentes régions. C'est-à-dire une région égale une fonction. Et donc, on a ce genre d'image où voilà, chaque région a une fonction, ce qui n'est pas faux en soi, mais on va vers une notion de localisationnisme, c'est-à-dire qu'on voilà, un peu comme le cœur est responsable de la circulation du sang et fait que ça, on a eu tendance à dire, ah ben, cette région-là, elle fait que ça et pas autre chose. Et donc, maintenant, je vais faire appel à votre don d'observation. Donc ici, vous avez une image en IRM fonctionnel, donc d'un sujet, je ne vais pas vous dire ce qu'il fait, mais voilà vraiment ce qui sort de l'IRM fonctionnel quand le sujet est en train de se faire imager. Alors, je ne sais pas si certains veulent leur répondre. Est-ce qu'il y en a certains qui voient quelque chose, ils veulent intervenir pour dire ce qu'ils voient sur cette image? Je laisse... Est-ce que certains ont, même dans le chat, si certains veulent... On voit surtout du noir et blanc et que ça carbure sec, hein, Hervé. Alors, ça carbure, je ne sais pas ce qu'il fait. Et en fait, alors, ça, c'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui apparaissent? Moi, après, bon, j'ai l'habitude de ce genre d'image. Alors, d'une part, est-ce que vous pouvez me dire, d'après ce que vous voyez, il n'y a qu'une seule région qui s'active ou il y en a plusieurs? Moi, je dirais plutôt plusieurs. Évidemment, évidemment. Alors, voilà, en fait, il y a une notion. Alors, le localisationnisme, c'est un peu. Voilà, le problème, c'est qu'on a mis des étiquettes comme ça, sauf que dans le fonctionnement pratique du cerveau, ce qu'on peut voir, c'est que eh ben, il n'y a pas qu'une seule région, il y a différentes régions. Et ce qu'on peut voir, par exemple, alors il y a un moment où on voit une petite vague d'activité qui part de l'occipital, comme ça, qui monte jusqu'au frontal, qui traverse tout le cerveau, comme ça. Vous pouvez voir différentes vagues qui arrivent. Et donc, tac, je passe à la diapo suivante, ça marche, ou c'est bloqué? Là, voilà. Alors, il y a cette notion de réseau fonctionnel dont j'ai envie de vous parler, de connectivité et de réseau. Et donc, je vous ai représenté une vague ici parce que, comme je vous l'ai montré dans l'image, on a l'impression que ces régions-là, elles répondent comme ça, de façon comme une vague, c'est-à-dire qu'elles font partie d'un ensemble. Euh, et ça m'a fait aussi penser. Et ça c'est juste... j'ai assisté l'année dernière, donc je suis musicien et j'ai assisté à une conférence sur la musique de jazz de New Orleans. Là, je vous ai représenté Sidney Bechet avec son groupe. Et en fait, c'est quelque chose qu'on peut représenter sous forme d'un ensemble de musiciens. Donc voilà, ici, on a un groupe de jazz New Orleans. On a 6 musiciens qui vont jouer ensemble et qui vont jouer de façon dépendante. Et ça, j'aime bien cette notion-là, parce que dans le bouddhisme, on sait bien que l'interdépendance est un concept clé. On en a parlé juste avant du fait de la coproduction conditionnée. Et ça, juste pour vous montrer un petit peu cette dépendance, il faut savoir que dans le jazz, le New Orleans, en fait, c'est des personnes à l'origine, donc donc, je fais un petit aparté, hein, mais c'est toujours intéressant de faire des parallèles. Donc, la musique de New Orleans, elle est née avec l'esclavagisme des Noirs aux États-Unis. Et en fait, c'est des personnes qui n'avaient pas forcément une formation musicale, classique, mais qui ont utilisé des instruments qu'ils avaient sous la main pour jouer ensemble, et de ça de façon complètement improvisée. Donc là, je vais vous montrer pour faire le parallèle entre réseau fonctionnel et musique, je vais vous montrer un petit exemple de ce que peut faire un groupe de ce type.
Alors, comme vous avez pu le voir, voilà, vous avez différents instruments qui interviennent. Et ça, donc, il y en a un premier instrument qui envoie une phrase musicale. Il y a un deuxième instrument qui répond. Donc, il y a cette sorte d'appel et de réponse. Et ça fait vraiment image. On peut faire le parallèle vraiment avec ce qui se passe dans le cerveau, avec ces régions qui ont en effet une fonction bien particulière, mais qui vont se répondre l'une et l'autre pour réaliser une tâche particulière. Et ça, on voit qu'il y a un aspect temporel qui est important, c'est-à-dire que la réponse va être temporalisée, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de façon, il va falloir le faire de façon synchronisée. Et ça, cette synchronisation, c'est ce qu'on appelle connectivité fonctionnelle, c'est de savoir qu'il y a une synchronisation temporelle des différentes régions cérébrales. Et pour le voir, je reviens à la tâche que je vous ai montrée tout à l'heure, donc le fait de bouger un doigt et le fait que cette tâche va activer les régions motrices. Si on prend la région motrice gauche et la région motrice droite et qu'on regarde leur activité, ce qu'on va voir, c'est que le décours temporel, là ici on a le temps, et on va voir que c'est corrélé. Parce que en fait, ces deux régions-là se parlent énormément, puisqu'elles sont elles ont en charge la réponse motrice pour le doigt. Et donc alors, si vous pouvez couper votre micro, parce que là j'ai un écho. Alors, si ça se trouve, je peux le faire. Oui, oui, tu as le droit. Alors attends, est-ce que j'ai perdu, ou sinon vous coupez le micro. Non, non, je vais le faire. Ok. Continue, Hervé, mais je vais surveiller. Merci. Alors, donc, on voit donc ce côté interdépendance des régions, d'accord? Donc, elles ne sont pas isolées, elles n'ont pas en rôle une seule tâche, elles fonctionnent en réseau fonctionnel, et c'est pour ça qu'on appelle ça connectivité fonctionnelle. Et donc, il y a différentes études qui ont essayé d'étudier ces réseaux de régions. Et donc là, je vous ai pareil présenté une étude un peu récente qui avait pour idée d'identifier les réseaux principaux dans le cerveau. Donc ici, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 réseaux. Alors, ce n'est pas exhaustif, d'une part. Il faut savoir que l'étude a essayé d'identifier les plus gros réseaux, mais que si on prend un réseau, on va pouvoir aussi descendre avec des sous-réseaux. Mais voilà, ça nous donne une image un petit peu des réseaux qui existent de façon générale dans le cerveau. Donc, on a un réseau qui est occipital, en charge de tout ce qui est visuel, somatomoteur, donc là on retrouve nos régions motrices, tout ce qui est en charge de la perception et de la génération de motrices. On a le réseau fronto-pariétal dorsal, qui est plutôt en charge de tout ce qui est attention. On a le réseau fronto-pariétal latéral, qui est plutôt dans tout ce qui est contrôle, donc fonction exécutive, on y reviendra. La science, avec le réseau insula et singulaire médian. Et on a un dernier réseau, dont le nom n'est pas très parlant, mais on va y revenir, qui est le réseau fronto-pariétal médian, qui est le default. Donc là, je vous demande juste de ceux qu'il faut retenir, puisqu'ils vont être importants pour la suite, c'est le défaut, la science, le contrôle, l'attention. Pas mal déjà. Mais voilà, on va revenir dessus par la suite. Donc, on a identifié des réseaux fonctionnels. Donc là, je fais encore un petit aparté, mais je crois que c'est important de faire un petit peu cette notion, puisque la connectivité fonctionnelle, elle est assurée par une connectivité structurelle. Au départ, je vous ai parlé de matière grise. Donc là, ce qu'on montre, c'est l'activité des régions de matière grise qui sont connectées. Et cette connexion, elle est due à la substance blanche. Donc là, on voit ici les faisceaux principaux qui relient les différentes régions. Et là, actuellement, donc là, c'est un article de mon laboratoire, il y a cette notion que, en fait, on a tout, encore une fois, pour résumer ou pour simplifier les choses, on a mis le gris en avant, alors que, en fait, la connectivité structurelle qui serait en dessous serait responsable, en fait, de l'émergence des fonctions. C'est-à-dire que la façon dont sont connectées les régions serait à l'origine de leur fonctionnement. Et pas on a tendance à dire, c'est matière grise
ces régions-là fonctionnent, donc il faut les connecter. Mais en fait, c'est l'inverse, c'est la connectivité de ces régions-là qui fait que ces régions-là vont fonctionner de cette façon. Donc, c'est un petit parallèle, mais voilà, c'est toujours important de montrer les différents aspects qui existent. Donc maintenant, je vais commencer et puis finir sur deux aspects vraiment importants en neurosciences et en neuroimagerie. Donc ça, c'est la notion de réseau du repos. Et en fait, toujours un peu avec des a priori, on a pensé que les régions, donc au départ, pareil, on a pensé que quand on faisait rien, et ben, le cerveau ne fonctionnait pas, ce qui n'est pas vrai. Et ici, encore une fois, on a pensé que quand les régions n'étaient pas impliquées, et ben, elles se déconnectaient, on va dire. Sauf que non, c'est-à-dire qu'au repos, les régions se parlent toujours. Et ça a été étudié, montré il y a maintenant beaucoup d'années, mais où en fait, donc là, on retrouve encore notre tâche de finger tapping. Et au repos, on a pu montrer donc, que ces régions-là ne s'activaient pas, mais qu'elles étaient toujours corrélées. C'est-à-dire que si on regarde leur décours temporel, eh ben, elles se répondent tout le temps. Donc ça a été vraiment un apport en termes de fonctionnement du cerveau. Et deuxièmement, ça a ouvert l'opportunité aussi d'étudier le cerveau même quand le sujet ne faisait rien. Et donc ça a permis de nouvelles études en mettant uniquement le sujet dans l'IRM, en lui disant de ne faire rien et de pouvoir étudier les réseaux du repos. La deuxième élément important en hémorragie qui est sorti, qui a été fait un peu de manière fortuite, c'est-à-dire qu'on a fait les activités, comme je vous disais au départ, c'était étudier les tâches. Donc on mettait le sujet dans le scanner, on lui faisait faire des choses, et on regardait les régions qui s'activaient. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait des régions qui, elles, voyaient leur activité diminuer dès qu'on les engageait dans une tâche. Ces régions-là, on retrouve plusieurs régions préfrontales médian, pariétales latérales et aussi du singulaire postérieur. Donc, ces régions-là, donc ça c'est une autre technique, je vais passer parce que ce n'est pas très intéressant, voilà, qui a permis de montrer ces régions-là qui se désactivaient. Et on a pu montrer que ça, c'était pour une multitude de tâches. C'est-à-dire que si on faisait de la mémoire de travail, de la génération de verbes, du calcul mental, de l'écoute de phrases, l'écoute d'histoire, l'écoute de mots, l'imagerie mentale, raisonnement logique, mouvement des yeux, et bien toutes ces régions-là montraient plutôt étaient déactivées pendant la tâche, mais par contre étaient plus activées au repos. Et donc, de là est née l'idée que, en fait, ce réseau de régions qui est plus activé au repos serait plutôt impliqué dans des activités intrinsèques, donc tournées vers l'intérieur, plutôt conceptuelles, alors que lors de la tâche cognitive, ce serait plutôt des régions donc sur l'activité extrinsèque, portée vers l'extérieur, donc sur la perception de l'extérieur et donc dirigée vers l'extérieur, puisque si on fait une tâche motrice, ça sera plutôt pour interagir avec le monde extérieur. On a essayé de définir quel serait le rôle de ce mode par défaut, donc impliqué sans doute dans la mémoire autobiographique, impliqué dans la théorie de l'esprit, donc ça, peut-être qu'on en parlera, c'est une aptitude permettant à un individu d'attribuer des états mentaux. Et ça, on a fait le lien avec le fait que le cerveau est un organe qui ne s'arrête jamais, qui fait des fictions, si je reviens au début, et donc qui serait lié au vagabondage de la pensée, ou mind wandering en anglais. Et donc, qui serait plutôt lié il s'activerait donc dans toutes ces choses qui font appel voilà, au passé, à la planification, à la rumination, et voilà. Alors, continuons. Et voilà, pour continuer un peu sur les études, donc il y a une étude qui a essayé d'étudier ce réseau particulièrement. Donc là, on retrouve notre réseau de mode par défaut avec cette activité qui monte qui diminue quand on fait une tâche, qui monte quand on ne fait rien. Voilà, ce décours temporel. Et pendant la tâche, on voit que c'est l'inverse, d'accord? Et en fait, c'est bien une oscillation qui est pour le coup antagoniste, c'est-à-dire que quand l'un s'active, l'autre se désactive, et inversement. Donc voilà, je rappelle les concepts. Donc c'est vraiment pour ça qu'on a mis donc, ce côté tâche active et réseau mode par défaut avec une distinction qui se faisait
tâche mode par défaut plutôt intrinsèque versus tâche active extrinsèque, conceptuel versus perceptuel et vagabondage versus attention. Donc voilà, donc ça, voilà, j'étais un peu long, mais je pense que c'était important pour revenir maintenant sur l'étude de la méditation. Donc on a voulu étudier en IRM fonctionnel et tout particulièrement sur ce réseau-là, le réseau du mode de fonctionnement par défaut, sur une tâche de méditation. Donc on a demandé à des méditants et à des contrôles d'effectuer différentes pratiques de la méditation. Donc ici en couleur, vous pouvez voir la surveillance ouverte. En rouge, une méditation plutôt basée sur la compassion. Et en bleu, sur la concentration sur la respiration. Donc, inspiration, expiration. Donc, ils sont un peu des tâches classiques. Donc, déjà, une volonté de distinguer différents types de méditation. Et donc, on a pu montrer, par exemple, dans cette région-là, vous avez ici les histogrammes qui correspondent vraiment à cette région du mode par défaut. On a pu montrer que les méditants, au cours de ces tâches-là, réussissaient à déactiver de façon plus importante ces régions du mode par défaut. Alors que les sujets contrôle qui effectuaient, mais de façon non experte ou de façon pas assez habituelle, avaient plutôt une tendance à activer ces régions-là donc pendant la tâche. Alors, et là, on voit bien donc l'impact réel de la méditation. Donc là, ici, c'est vraiment une tâche de méditation sur le fonctionnement du cerveau. Ça, c'est assez important. Donc, pour aller un peu plus loin, ça, c'est une autre étude qui a essayé, et je suis tombé dessus assez récemment, en fait, je ne la connaissais pas, qui est une étude qui a essayé de vraiment voir les réseaux qui étaient impliqués au cours d'une tâche de méditation. Et donc ici, ils ont donc mis des sujets en train de faire de la méditation dans une IRM. Donc, ils ont demandé de faire une IRM, une méditation, donc plutôt d'attention focalisée sur la respiration. Et ils ont demandé aux personnes d'interagir, c'est-à-dire de dire quand ils étaient quand ils commençaient la méditation, quand ils perdaient ou quand ils étaient distraits, et qui reprenaient la main sur la méditation. Donc, avec ces points, ils ont pu identifier les différents réseaux qui rentraient en action au cours de la méditation. Et donc, c'est intéressant. Donc, si on prend le départ, donc on mise en branle du réseau exécutif, donc le réseau du contrôle, pour le maintien du focus. Donc, on démarre la méditation. On va dire que tout va bien. Et à un moment, on va être distrait pendant la méditation. On va perdre l'attention. Et donc là, on voit que c'est la mise en route du réseau du mode par défaut qui va se mettre en fonctionnement. Et là, ensuite, donc on s'aperçoit qu'on n'est plus en train de méditer sur sa respiration. On va prendre conscience, donc prise de conscience, avec le réseau de la science qui est là pour dire qu'est-ce qui est important, qui va nous dire « Ah, là, je ne porte plus attention sur la respiration. » Et donc, à partir de là, on va réengager son attention, donc réseau de désengagement et d'orientation de l'attention. Donc, réseau de l'attention qui revient remettre les choses avec réseau exécutif. Et on voit ce cercle qui se continue dans la méditation. Donc, on voit bien ces différentes phases se mettre voilà, quelque chose qui n'est pas forcément homogène. C'est pas en méditant, on ne va pas activer qu'une seule chose, mais on va mettre en branle différents réseaux. Donc là, il y a eu, voilà, si on revient un peu sur la méditation de pleine conscience et neurosciences, il y a plusieurs choses déjà, il y a plusieurs concepts, processus qui sont déjà liés avec ces bases neurales de la méditation. Il y a le contrôle de l'attention qu'on voit bien qui est important dans la méditation de pleine conscience. Il y a bien sûr la conscience de soi et des autres qui entre en jeu. Et une autre chose qui est la régulation des émotions. Donc, on va revenir peut-être sur la méditation de compassion. Voilà, la régulation des émotions, c'est quelque chose d'important. Et donc, ces différents processus, on va dire, ils sont liés à différentes régions. Et si on les prend, le contrôle d'attention, ça va être plutôt tout ce qui est singulaire antérieur, des régions qui sont plutôt des régions des noyaux gris, le striatum, qui vont être dans le contrôle de l'attention. On a des régions de la régulation des émotions, donc avec ce système limbique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais
voilà, avec des régions qui rentrent en jeu dans la régulation des émotions, donc avec des régions préfrontales, le cortex limbique avec le cingulaire, et encore une fois le striatum, l'amygdale aussi. Et c'est cette conscience de soi et d'autrui qui va prendre des régions comme l'insula, le cortex médian préfrontal, le postérieur cingulaire, régions qui doivent vous rappeler un peu le default network, ou en anglais ou en français, le réseau du mode de fonctionnement par défaut. On voit que, voilà, on a un peu toutes ces régions-là qui pourraient être impliquées dans la méditation, et on voit que elles se parlent entre elles pour différents processus. On a encore une fois une interdépendance de ces différentes régions. Alors, encore une fois, comme l'IRM structurel, il y a des choses à prendre en compte qui est laisser randomiser, contrôler. Les études que je vous ai montrées, quand on a comparé encore une fois des sujets qui étaient experts en méditation, donc qui avaient une habitude de la méditation, versus des personnes naïves et donc qui pouvaient ne pas effectuer la tâche correctement. Donc, qu'est-ce qu'on compare réellement? Encore une fois, donc voilà, l'importance des essais randomisés contrôlés, la crise de la reproductibilité, pardon. Et donc, ce qui a poussé un peu à avoir des études qui vraiment prenaient en compte ces aspects-là. Donc là, je vais vous présenter une étude récente de Pauline Favre, amie et collègue, encore une fois, qui a fait une étude sur la méditation. Donc, 330 sujets, donc c'est pas négligeable. Études randomisées avec groupe actif. Donc, comme je vous disais, souvent, on compare des sujets qui ne font rien. Alors qu'ici, en fait, leur idée, c'est d'avoir 3 tâches de méditation et de pouvoir les comparer l'un l'autre. Donc, en fait, on va comparer une méditation par rapport à l'autre, ce qui permet de vraiment montrer l'effet. 9 mois de pratique, donc ça, c'est intéressant parce qu'on retombe sur des choses qui sont, voilà, quand on met quelqu'un qui ne pratique pas dans l'IRM et qu'on lui demande de méditer, ça va peut-être pas être aussi automatique qu'au bout de 9 mois de pratique. L'autre intérêt de cette étude, elle est longitudinale. On a suivi les sujets dans le temps, donc 3 temps pendant 9 mois. Et donc, elle s'est basée, cette étude, sur le fait vraiment d'avoir 3 pans différents. Donc, pratique de la présence, donc terme présence, qui va être plutôt sur les processus attentionnels, plutôt, donc qui a pour exercice méditation sur la respiration et scan corporel. On a une deuxième pratique qui est perspective. Donc, perspective, qu'est-ce que ça veut dire? Métacognition. Alors, qu'est-ce que la métacognition? C'est le fait de pouvoir analyser soi-même son état. Donc là, on revient sur la théorie de l'esprit, qui est le fait d'attribuer, c'est-à-dire quand on voit des personnes, de pouvoir dire « Ah, celle-là, elle est triste, elle est malheureuse », de pouvoir d'attribuer des états mentaux à quelqu'un d'autre. Donc, les exercices qui sont… donc là, c'est plutôt méditation sur les pensées, avec aussi des discussions après la méditation sur voilà, comment s'est passée la méditation, un peu ce qu'on fait nous dans les méditations, c'est-à-dire qu'après on discute des difficultés de la méditation en général. Et la dernière partie qui est affect, donc là on va être plutôt sur la compassion, donc méditation de compassion pour l'exercice, et avec discussion, donc ce qu'ils appellent dyad, avec, voilà, on est à 2 et on va cette fois-ci discuter des difficultés ou des joies journalières. Donc voilà, pour vraiment faire fonctionner, on va dire, les émotions. La première chose qu'ils ont regardé, ils ont dérivé des échelles psychologiques pour un peu mesurer les répercussions de ces différentes pratiques. Donc, si on prend les effets sur l'attention, ils ont montré, ça c'est pas étonnant non plus, c'est que c'est plutôt la méditation de présence, donc qui est un exercice sur l'attention, qui aurait plutôt des effets, mais également aussi sur la méditation de compassion. Si on regarde sur la théorie de l'esprit, donc une mesure de la théorie de l'esprit, de façon un peu logique, on se retrouve plutôt avec l'exercice de perspective qui vraiment est sur cette thématique-là, qui a un effet. Et sur la compassion, bien sûr, plutôt affect. Donc là, voilà, des choses un peu logiques. Ensuite, ils ont donc passé ces gens-là en IRM. Et ce qu'ils ont pu montrer, donc, avant que je vous dise ce qu'ils ont pu montrer, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Donc là, c'est une tâche fonctionnelle sur l'anticipation émotionnelle. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont montré à ces sujets différentes photos, donc des photos neutres, négatives, avec des choses pas très joyeuses, et des choses plutôt positives. Voilà, c'est trois types de photos qui doivent… donc, c'est vraiment une tâche émotionnelle. Et après, ils ont comparé donc les différents sujets qui ont pratiqué ces différents types de méditation. Donc, la première chose à noter, c'est que, comme je vous rappelle, si je reviens en arrière, il y a 3 présences. On n'a pas de résultat en présence. Mais la présence, c'était plutôt sur les processus d'attention. Ici, on est sur une tâche de l'attention, donc c'est normal qu'il n'y ait pas forcément d'effet. La deuxième chose, c'est quand ils ont comparé les sujets qui ont pratiqué l'affect, donc la méditation sur la compassion versus les autres, ils ont plutôt montré dans le réseau de la régulation d'émotions, de la régulation des émotions, ils ont montré que l'activité pour les sujets qui avaient suivi la pratique de la compassion avait une activité plus importante quand ils voyaient des photos négatives par rapport à des neutres. Ça, on pourrait l'expliquer comme une gestion mieux gérée, une gestion plus intéressante, plus performante, j'aime pas ce terme-là, mais une gestion des émotions négatives du fait de l'implication de ces régions limbiques. L'autre chose, c'est une activité plus importante pour les sujets qui avaient suivi la pratique de la perspective dans des régions qui étaient impliquées dans la théorie de l'esprit. Donc, voilà. Qui serait plutôt donc une capacité, ici, ça représenterait la capacité plus importante à se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre du fait de cette pratique. Voilà. C'est un peu, j'essaie de vous expliquer les résultats comme ils sont expliqués dans le papier, mais voilà, en simplifiant un petit peu. Donc voilà, donc des résultats assez intéressants pour montrer voilà l'importance des différents types de méditation sur différents réseaux, et voilà que c'est pas forcément même méditation vont avoir les mêmes effets. Et donc voilà, je vais finir là-dessus je vais essayer d'essayer d'englober un peu tout ce que je vous ai présenté. J'espère ne pas avoir été trop long. Je vois que j'ai peut-être été un peu long. J'espère que voilà. Il y avait pas mal de choses à voir. Donc, dans la conclusion, donc, je vous ai présenté la méditation avec bien sûr les impacts cognitifs et avec les thérapies qui existent, donc vraiment un impact clinique. Avec cette importance de la définition et de caractériser la méditation de pleine conscience, qui vraiment rentre en jeu et qui est importante pour la recherche qui se fait dessus. En neuroimagerie, donc, je vous ai montré la distinction entre imagerie structurelle et fonctionnelle, avec peut-être un intérêt pour la méditation sur voilà, bien faire la distinction entre les deux, parce que voilà, il y a des effets à long terme et des effets à court terme qu'on ne va pas pouvoir montrer de la même façon avec les deux techniques. Je vous ai montré des notions de réseau, avec la notion de réseau du repos et le mode de fonctionnement par défaut. Je vous ai aussi parlé de ce qui a impacté la recherche, donc la crise de la reproductibilité. Et donc, méditation en neuroimagerie, donc voilà, je me répète, mais voilà, structure cérébrale, voilà, en faisant les bonnes structures cérébrales sur le long terme avec des méditants avec une longue expérience, oui, en effet, on peut montrer un effet, mais est-ce que c'est des effets de la méditation ou plus généralement sur l'hygiène de vie, qualité de vie? Fonctionnement cérébral, on voit qu'il y a des résultats qui sont vraiment pertinents, intéressants à aller voir. Et bien sûr qu'on attend maintenant de nouvelles générations d'études longitudinales, randomisées, avec un plus grand nombre de sujets pour vraiment avoir des résultats robustes. Donc voilà, je termine ici en espérant ne pas vous avoir ennuyé.